Papa Kadi de Fourceau, Papa Kadi de Fourceau, Papa Kadi de Fourceau, 3 fois Papa Kadi de Fourceau. Mais quand il parlait de son propre prison, c'est son propre prison. Propre prison. Donc, et il veut épater les gens en John Venchoy. Ils ont des mots, hein. Ils sont mis à John Venchoy. Il croyait que quand il va dire John Venchoy, il a tué les gens complètement. Papa Kadi de Fourceau s'est mis à John Venchoy. John Venchoy, John. Ça dit qu'il a tué les gens complètement. Donc, pour reconnaître la marmaille, c'est simple. Vous êtes tellement distrait. Vous avez compris là, déjà, que c'est un bambleke. Ça sert à rien, encore, de classer ce monsieur comme étant sawa. C'est un bambleke. C'est un pur produit du Lakam, ce monsieur. Mais il est rentré en pays sawa pour faire dissuasion. Comme si il luttait pour les sawa. C'est faux. Ils sont pleins comme ça. Ils sont sur le bazar, pleins. Sur les bêtis, pleins. Ils sont pleins partout. C'est un bambleke. Vous avez suivi vous-même. Papa Kadi de Fosso. Papa Kadi de Fosso. Maintenant, il va se mettre à saboter les doigts là et ils ne sont pas prison. 5 ans même, 5 ans 60, avec ses frères de l'Ouest venus d'ailleurs, pour pouvoir contrôler tout le temps de l'import-export au Cameroun. Or, pour ne soit pas prison, a travaillé tout seul et s'est fait avec sa famille. Voilà. Ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il a créé là? On appelle ça la rhétorique langagière. C'est très très puissant. Là, il veut démontrer que les Bamlékés, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Et les Sawa sont individualistes, qui ne sont pas prisonniers individualistes. Sauf qu'ils ignorent une chose. Dans le contentieux historique que nous avons ici, nous avons eu un document ici sur Popo Prison. C'est dans le conteneur de 500 pieds que j'ai. Popo Prison qui était contre l'administration coloniale, qui donnait des licences d'import-export aux autres personnes et blacklistait ses frères Sawa. Il était contre ça. Popo Prison était contre ça. Et c'est ça qui a valu même sa chute. Ce même Popo Prison. Que le monsieur parle de John Venture. Ils se sont mis ensemble. Bon, maintenant, quand il raconte des conneries comme il raconte là, pour corroborer encore la même vidéo, tu fais comme ça, retrait, tu fais marche arrière, comme les Bamileke, marche arrière, comme les Bamilékons, marche arrière, comme les Bamileke, marche arrière. Tu fais marche arrière, c'est au marche arrière. Et donc, pendant que tu fais marche arrière, tu cherches. Tu dois bien chercher. Parce que tu ne sais pas bien, ils vont te finir. Tu fais ça. Tac. J'arrive à Douala, avec une petite valise, hein, je le dis franchement, et pas beaucoup d'argent. Enfin, je faisais du vin. J'avais monté ce qu'on appelait les caves de Bordeaux. Mais il n'y avait pas de distribution, il n'y avait pas de distributeur. Et j'ai récupéré beaucoup j'en ai fait d'ailleurs des amis, tous, c'était des gars très sérieux. Je vais vous dire, mais il y avait mon ami Kadji, il y avait Fotso, il y avait Kwame Samuel, il y avait Soin. Ils m'ont bien aidé parce que eux-mêmes démarraient juste, hein, ils n'avaient pas de surface, ils n'avaient rien. Ils faisaient la distribution avec des petits porteurs. Mais dans les débuts, il était comme les autres, il n'avait rien. Chaque centime, il l'a gratté, quoi, si vous voulez. Et c'est en grattant qu'il ouvre le magasin suivant, le Paraiso, qui est différent de tous les précédents, plus moderne. Très vite, cet autodidacte va comprendre l'intérêt de se réunir pour faire face aux grands groupes occidentaux. Voilà. Il faut c'est la phrase là qu'il prend pour nous parler de John Venture. John Venture, c'est la phrase là. Cet autodidacte a compris très vite qu'il fallait s'organiser pour faire face. Il a organisé quoi? Le colon est venu au Cameroun. Le colon français est venu au Cameroun. Il est rentré directement dans les chefferies collaboratrices. Parce que Kadi de Fourceau
dépend de la chefferie collaboratrice de Bana. Parce que les Bana ont collaboré pendant l'indépendance au Cameroun pour détruire la véritable indépendance du Cameroun en se ralliant aux colons français. Automatiquement, les cadres de Fosso sont le retour à la commission, donc on leur remet la commission pour qu'ils soient là. C'est pas anodin le fait que Kassel arriva au Cameroun et avait les amis qu'on appelait cadres de Fosso, les Monkam, les Sowen, les Fosso Victor. Et quand tu peux regarder, tous ces enfants-là sortaient des chefferies collaboratrices. L'imbécile, quoique il est trop fort, il va venir détruire les Douala en disant que les Douala, les Sopo-Priso voulaient seulement travailler pour leur famille et non pour les Douala. Et quand un Douala entend ça, qui n'a pas le cerveau, il va commencer à suivre et se mettre à insulter ses propres frères. C'est pour ça que l'école du Télèbre est très très importante pour vous. Merci. L'équipe veut intervenir avant qu'on ne passe au... Ah là, il y a le temps qui est là. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Le temps. Peut-être il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, prenez la parole. Merci. Bon, est-ce que le volume est bon? On peut pousser encore un peu? Il fait chaud, hein? La chaleur commence là, c'est grave. Voilà, j'aimerais qu'on parle du potentiel économique. Un document sur le potentiel économique. Il est un peu long. On va essayer de faire un peu de lecture, expliquer. On va faire une analyse économique et stratégique du potentiel minier, agricole et humain des départements, des deux départements du Niom-et-Kélé et de la Sanaga maritime 1982-2026. L'économie politique. Est-ce que vous êtes prêts là? On va engager. Parce qu'on doit revenir à la lecture encore, comme avant. Et quand on revient à la lecture, c'est très très important pour nous. Comprendre les choses terre à terre. Et intervenir de temps en temps. Nous allons aussi rentrer à partir de la semaine prochaine sur le contentieux historique. Parce que comme le Bambileke Baba dit à beaucoup, nous devons commencer à reprendre le conteneur qu'on avait avant. On refait des lectures. Bon, pour vous qui avez les documents, je propose que vous fassiez les lives dans ce sens-là, en revenant au niveau de la trahison d'abord de Bambileke, des familles, des lignées collaboratrices au Cameroun, ceux qui ont collaboré, que vous essayez de le mettre à nu quand même, afin que les gens soient au courant, parce qu'il bavarde beaucoup ces derniers temps. Il faut remettre tout ça dehors. L'économique, politique et la géographie économique de la République du Cameroun sont fondamentalement structurés par des bassins de production interdépendants, dont l'axe territorial formé par les départements du Niom-et-Kélé, région du centre, et de la Sanaga maritime, région du littoral, constitue l'un des corridors les plus stratégiques et les plus historiquement denses. De la cession à la magistrature suprême du président de la République en 1982 jusqu'à l'horizon contemporain de l'année 2026, ce continuum géographique et économique a été le théâtre privilégié des plus grandes mutations macroéconomiques de l'État camerounais. Cette période s'étendant sur plus de 4 décennies embrase l'apogée de l'économie de rente pré-crise de la période 1982-1986, les affres déflationnistes des plans d'ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods,
entre 1987 et 1999. La vaste vague de privatisation des conglomérats agro-industriels des années 2000 pour aboutir aujourd'hui à une tentative complexe de réindustrialisation lourde sous la crainte croissante de la soutenabilité sociale et environnementale. Le département d'Union Ekele, vaste bassin forestier et agricole s'articulant autour de la centralité urbaine de la ville d'Ezeka et le département de la Sanaga maritime, pôle industriel et énergétique historique polarisé par la cité de Déa, ne saurait être réduit à de simples entités administratives contiguës. Ils sont organiquement, physiquement et économiquement reliés par le fleuve Sanaga, véritable épine dorsale énergétique, logistique et hydrologique du pays. L'analyse exhaustive de leur potentiel humain, agricole et minier révèle une architecture économique duale, symptomatique des économies en développement d'Afrique centrale. D'une part, on y observe une économie formelle et hautement capitalistique, dominée par des conglomérats agro-industriels multinationaux à l'instar de la Socapalm et de la Safacam, des monopoles métallurgiques sous perfusion étatique à l'UQAM et des infrastructures hydroélectriques d'une échelle colossale, les barrages de Son Loulou, Idea et le futur complexe titanesque des Grands Ewing. D'autre part, en marge de cette enclave industrielle, prospère une économie informelle et paysanne d'une résilience remarquable, s'appuyant sur l'extraction sablière artisanale à haut risque, la relance qualitative de la filière cacaoyère et l'explosion des chaînes de valeur vivrières, manioc, plantain, macabo. Développement en réponse directe au choc macroéconomique et aux défaillances de l'État-providence. Ce rapport de recherche conçu comme un outil d'intelligence économique à haute résolution se propose de décortiquer avec un niveau de granularité optimale la dynamique intra-extra de ces deux départements cruciaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas de tapoter, je vous en prie, sinon c'est grave. Cruciaux. L'objectif analytique est de quantifier et de qualifier avec précision leurs apports réels et potentiels au produit intérieur brut, PIB, du Cameroun, d'évaluer les défaillances de marché. Oui, il savait. Il est tombé, il est mis à battre maman. Viens. Non. Tu dis que quoi? Il est tombé, il est mis à battre maman. De dormir? Non, il est mis à battre maman. Mais non, ah ouais, oh, je n'ai rien compris là. Et d'analyser les chaînes de valeur dans leur intégralité, allant de la géochimie fondamentale, des rutiles au complexe néoprotérozoïque de Yaoundé jusqu'au bilan financier systémique de l'industrie de l'aluminium. Il s'agira de démontrer comment, de 1982 à 2026, ces territoires ont fonctionné à la fois comme des amortisseurs de crise et comme des moteurs de croissance, tout en soulignant les goulets d'étranglement infrastructurels et les conflits socio-territoriaux qui menacent aujourd'hui leur attractivité.
Le capital, on commence, grand 1. Le capital humain et les dynamiques socio-démographiques structurelles. Qui est en bas? Les jumeaux. On ne sait jamais. Peut-être c'est épée ou Koumé. Bon, il n'y a rien. L'analyse des infrastructures économiques de ces deux départements exige en tout premier lieu une compréhension fine et désagrégée de leur substrat démographique. En économie du développement, le potentiel humain constitue non seulement le premier facteur de production, la force de travail, mais également le principal indicateur des externalités du développement par le biais des indices de pauvreté et de scolarisation. Les dynamiques de peuplement dans la Sanaga maritime et l'Union Ekele dictent l'organisation des marchés du travail locaux, particulièrement pour les secteurs hautement intensifs en main-d'œuvre que sont l'agro-industriel de plantation et l'exploitation minière artisanale. Armature démographique, macroéconomique et disparité spatiale. Historiquement, les données recensées par les organes statistiques nationaux tels que le bureau central de recensement et des études de population, BUCREP, indiquent des volumes de population qui, bien qu'en constante évolution, témoignent de la densité des bassins de main-d'œuvre disponibles aux portes des grandes métropoles de Douala et Yaoundé. Le tableau suivant synthétise les données démographiques de référence pour la région du littoral et du centre, permettant de situer le poids spécifique des deux départements étudiés. Il y a un tableau que j'ai là avec moi. Entité administrative, département, région, population totale, population masculine et population féminine. Sanaga maritime, région du littoral. Population totale est de 162 315. Population masculine est de 83 497. Population féminine est de 78 818. Nyong Ekele, région du centre, 129 819. Population masculine, 66 802. Population féminine, 63 017. Le Fundi, on va comparer. Le Fundi Yaoundé, pour comparaison, on va comparer le Fundi. C'est l'exercice que nous sommes en train de faire via le tableau. Le Fundi, 1 881 876. Population masculine, 945 745. Population féminine, 936 131. On va comparer encore avec le Vouri. Vouri Douala, pour comparaison, avec les deux départements, le département de Nyong Ekele et le département de la Sanaga maritime. Le Vouri, 2 510 263, littoral global. Population masculine, 1 260 937. Population féminine, 1 249 336. Le Nyong Ekele habitait ainsi une population de référence de 129 918 000 habitants, caractérisée par une légère prédominance masculine, 66 802 hommes pour 63 017 femmes.
un trait socio-démographique souvent corrélé au bassin de production agricole, attirant une main-d'œuvre saisonnière masculine. En aval, la Sanaga maritime affichait un dynamisme démographique supérieur de 162 315 habitants pour 83 497 hommes contre 78 818 femmes. Donc, ça veut dire que moi, chaque homme peut avoir une femme. Bon, on ne sait jamais. Il y a d'autres hommes qui ne veulent pas de femmes. Donc, ça fait que les gens comme moi, on peut avoir 2 femmes là-bas. On ne sait pas. Bon, on voit. Il y a d'autres qui vont même fuir. Ils vont aller ailleurs, chercher les femmes chez les Bamlékés. Ils vont laisser l'espace vide. L'évolution temporaire de cette démographie est frappante sous l'effet de la croissance naturelle et des migrants internes. Comme Djamen. Djamen était un migrant intégré. Merci. La population de la Sanaga maritime a connu une croissance exponentielle pour atteindre une estimation de 254 178 habitants en 2021, répartis sur un vaste territoire de 9 311 km² divisé à 11 arrondissements avec EDA comme chef-lieu. Pour appréhender la capillarité de ce maillage humain et les défis de l'aménagement du territoire, l'analyse microéconomique est indispensable. Le plan communal de développement PCD de la commune de Bodmakak, située dans l'Oignon Ekele, offre un échantillon hautement représentatif de l'organisation spatiale du département. Avec une population de 35 572 habitants selon le comptable minutieux des chefferies traditionnelles menées en 2014 sur une superficie de 2500 km², la densité y est de 14,2 habitants au km². La distribution est profondément, voire structurellement rurale. 30 072 habitants résidant dans les villages et par contre seulement 5 500 agglomérés dans l'espace proprement urbain de Bodmakak. Femme battante, j'espère que tu vas veiller sur, en tout cas, femme battante. On a bien des graphies, mais il est bon là. Aïe, vraiment. On a bien bourra. Et vous avez UPC, les lentes qui sont à Bodmakak. Je ne sais pas ce qui va se passer là. En tout cas, mais on verra. Cette hyper-ruralité est politiquement et socialement encadrée par une architecture coutumière complexe comprenant une chefferie de premier degré, 2 chefferies de deuxième degré et un réseau dense de 45 chefferies de troisième degré. Cette persistance des structures de gouvernance traditionnelles est fondamentale pour comprendre la régulation de la force de travail et la dynamique de l'économie morale paysanne. La fragmentation villageoise, illustrée de manière exhaustive dans le tableau ci-dessous, dicte les contraintes de l'économie locale et les coûts de transaction pour le déploiement des services publics. Il y a un tableau que j'ai là, ça c'est Bodmakak. Village, commune de Bodmakak, population totale, population masculine et population féminine. On a Mbanda, 1321 population totale. Population masculine, c'est 593 et population féminine, 728. Village Mabobol, 1100, population totale, 1186. Population masculine, 526. Population féminine, 660. Village Mitaba,
Population totale, 1143. Population masculine, 506. Population féminine, 637. Village Bissombe, 1119. Population masculine, 465. Population féminine, 454. Village Herba, population totale 914. Population masculine 406. Population féminine 508. Village Simahaï 2, population totale 863. Population masculine 390. Population féminine 473. Village Sebe, population totale 833. Population masculine 358. Population féminine 475. Village Mangueda 2, 824. Population totale. Population masculine 383. Population féminine 441. Village Nkorloum, population totale 824. Population masculine 367. Population féminine 457. Village Mandiak, population totale 817. Population masculine 370. Population féminine 447. Village Hemetine Manoyol, population masculine, population totale 754. Population masculine 346. Population féminine 408. Village Lelep 2, 731. Population totale. Population masculine 336. Population féminine 395. Village Ukoa Ngombe Nord, 706. Population totale. Population masculine 317. Population féminine 389. Village Libong, population totale 672. Population masculine 301. Population féminine 371. Village Mpang Ikombe, population totale 671. Population masculine 291. Population féminine 380. Village Ekoum, population totale 669. Bon, je vais prendre le total parce que là c'est compliqué. Village Ngomba, village Mandoi, village Mangueda Herba, village Simai, village Koumsenor, village Ngenge, village Mbangue 2, village Ekouankombe Sud, village Mpang Makak, village Ngortos, village Lelep 1, village Mpang, Somakondo et village Ndjorbane. Bon, on continue. L'analyse de ces micro-données met en exergue une particularité cruciale. Dans la quasi-totalité des villages, la population féminine est structurellement supérieure à la population masculine. Cette asymétrie démographique s'explique par l'exode rural des jeunes hommes vers les pôles d'attractivité que sont Yaoundé, département du Fundi, et Douala, département du Vouri, laissant aux femmes le soin de maintenir l'économie vivrière locale. Ce mitage territorial impose une dispersion coûteuse des investissements en infrastructures, eau, santé, éducation. Pour pallier les infrastructures budgétaires de la centralité étatique, ces communes s'en remettent au programme national de développement participatif PNDP et à l'outil Scorecard, institué pour évaluer la satisfaction citoyenne et garantir une redevabilité locale dans des communes telles que Massok et Nyanon.
Vulnérabilité sociale, socio-économique, éducation et économie de la survie. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Sinon, moi, je regarde par là-bas, je suis concentré ici. Le potentiel humain de ces régions est malheureusement entravé par des marqueurs structurels de pureté qui, pesant sur la productivité globale des facteurs à l'échelle nationale et régionale. L'économie informelle capte l'immense majorité des actifs. Les données d'enquête de 2005 ECAM montrent que 56% des travailleurs indépendants vivent sur le seuil de pauvreté et corrélativement que 93% des travailleurs classés comme pauvres sont des indépendants. L'accès à l'éducation, condition sine qua non d'une transition économique vers des emplois industriels à plus forte valeur ajoutée et d'une amélioration de la productivité marginale du travail, reste lourdement entravé. Le taux net de scolarité des enfants âgés de 6 à 11 ans dans les ménages pauvres n'est que de 64%, un chiffre en net recul face au taux de 87% observé dans les ménages non pauvres. De surcroît, une asymétrie de genre persistante pénalise systématiquement les jeunes filles issues des milieux vulnérables, avec un écart de scolarisation, de 4 à 7 points par rapport aux garçons. Dans ce contexte de vulnérabilité où l'emploi salarié formel est rare en dehors des agro-industriels, l'extraction sablière sur le lit du fleuve Sanaga émerge comme une filière majeure d'absorption d'une main-d'œuvre masculine non qualifiée, opérant à la lisière de la légalité et dans des conditions de précarité extrême. Sur des sites géostratégiques comme Ebebda et tout au long du cours d'eau en Sanaga maritime. Des côtes des travailleurs communément appelés plongeurs-creuseurs ou pêcheurs de sable extraient manuellement les agrégats fluviaux à l'aide de perches et de pirogues rudimentaires. Cette activité génère une microéconomie souterraine extrêmement complexe et stratifiée. Les plongeurs doivent s'acquitter d'une redevance informelle oscillant entre 2500 et 3000 francs CFA par jour auprès des propriétaires coutumiers ou administratifs des carrières et parviennent à dégager un bénéfice net journalier estimé entre 2500 et 4000 francs CFA par pirogue livrée, un montant qui s'ajuste avec une prime de risque durant la saison des pluies en raison de l'augmentation des débits mortels de la Sanaga. Ces revenus, bien qu'absolument vitaux pour la substance monétaire locale, sont obtenus au prix d'externalités négatives, sévères sur le plan du capital humain et de la santé publique. Les rapports épidémiologiques et ceux de l'Organisation mondiale de la santé OMS soulignent que l'exposition constante aux eaux polluées et parfois insalubre de la Sanaga est responsable d'une proportion écrasante de la charge de morbidité. L'eau insalubre étant à l'origine d'environ 9,1% des pathologies enregistrées localement. Néanmoins, oh là là, là ça me rappelle le village, mon village, le village de Magnadom, un concours là.
la plupart de tous ceux qui pêchaient le sable sont devenus aveugles parce qu'on disait que les moustiques, finalement, quand ça vous mange beaucoup là-bas à côté de la mer, ça vous rend aveugle. Et la plupart de ces gens-là étaient aveugles. Ils étaient aveugles. Tous ces gens-là étaient aveugles. En Conquala là, ceux qui connaissent le village, Conquala Mori, tous ces pêcheurs-là qui partaient pêcher, ils étaient aveugles. Là, il y avait le sable. Ils étaient aveugles. On disait que les moustiques, quand ça piquait beaucoup là, c'est ce qu'on disait, c'est pas vrai. Néanmoins, ce prolétariat informel aquatique joue un rôle macroéconomique paradoxal par son labeur sous-payé et la prime de risque physique. Il subventionne directement l'essor immobilier fulgurant des métropoles de Yaoundé et Douala. Le sable de la Sanaga passe sa granulométrie est en effet considéré comme l'un des meilleurs. Le sable de Sanaga, ça coûte cher. Cher, je connais, ça coûte cher. Mais les esclaves meurent là-bas, ceux qui cherchent ça. Ouh, chez moi. Oh, j'adore mon pays. Et en effet, considéré comme l'un des meilleurs intrants pour la confection du béton armé et son extraction génère d'importants volumes de transport sédimentaire. Oh, les Bamilekins ont plein de camions là-bas pour transporter le sable, mais ils ne rentrent pas dans l'eau. Ils ne vont pas pêcher. C'est les esclaves qui ramassent le sable, les Bamilekins cherchent, ils vont vendre. Ah, ça, je connais ça là. Ça, je connais. Les Bamilekins, ils sont les camions. Où charger, eux, ils vont vendre cher. Chez moi, c'est le Cameroun, c'est le vivre ensemble. Merci. Entre-temps, notre population meurt de maladies là, ils disparaissent. Ouh, chez moi. Et son extraction génère d'importants volumes de transport sédimentaire, estimés à 600 000 mètres cubes par an en amont de la confiance avec l'OMBAM et 350 000 mètres cubes en aval. Les municipalités riveraines, par le prélèvement de tickets de quittance sur les camions bennes, en tirent d'ailleurs une part significative de leurs recettes propres. Migration saisonnière et fluctuation élastique de la main-d'œuvre. C'est pas tous les Camerounais qui sont concernés. Ça, c'est ceux de chez nous là qui sont concernés. Parce que quand on a dit l'Ombam jusqu'à chez nous là-bas, parce qu'il y en a Ebem là, qui est là, le sable là. L'économie agricole, pivot de la région, induit également des phénomènes migratoires structurants qui modèlent la géographie humaine du Nyang Ekele et de la Sanaga maritime. Depuis les décennies 1980, on observe des vastes mouvements de migration saisonnière. Les cultivateurs, principalement masculins, désertent temporairement les centres urbains ou semi-urbains pour s'installer dans des campements et des hameaux précaires durant les périodes critiques du calendrier agricole, notamment pour le défrichage, les saignées de l'EVA et la récolte des cabosses de cacao et des régimes de noix de palme. Cette oscillation pendulaire de la population active complexifiée considérablement la planification des infrastructures publiques par les autorités étatiques, tout en assurant l'élasticité nécessaire de l'offre de travail pour le secteur agro-industriel. Ce dernier s'appuie historiquement sur ce réservoir de main-d'œuvre flexible et mobilisable à la demande, caractéristique fondamentale des économies agraires du Sud. Qui est en bas?
Mamino, fais attention, hein, parce que là, quand tu montes, il faut analyser ce que les gens disent. Fais attention. J'espère que tu ne viens pas causer des ordres ici. L'écosystème. Mamino, prends d'abord la parole. Tu n'as pas nettoyé ce carton-ci. En bas, tu n'as pas nettoyé. En bas de cette table, tu n'as pas nettoyé. En bas de cette table, tu n'as pas nettoyé. Menkanga bébé. Menkanga. Memporga. L'écosystème agricole de la rente coloniale à l'agro-industriel multinational et à la souveraineté oléagineuse. Si le potentiel humain est le moteur, l'agriculture constitue indéniablement le châssis de l'économie de cet axe territorial. De l'avènement du président Paul Biya en 1982 jusqu'à nos jours, ce secteur a traversé des crises systémiques profondes. Au premier rang desquelles figure la chute drastique et asymétrique des coûts mondiaux de matières premières en 1986-1987, qui ont contraint l'État-providence camerounais à se désengager massivement au profit d'acteurs privés multinationaux. Au profit des acteurs privés multinationaux. Tout en catalysant par un effet de rebond la résilience extraordinaire des petits producteurs vivriers locaux. Le complexe agro-industriel palmier à huile, EVA et hégémonie multinationale. La Sanaga maritime est dans une proportion corrélative. Le Nyong-Kele constitue les bastions inexpugnables de l'éculture, la culture scientifique du palmier à huile, et l'Asie guinéensis et de l'évéaculture du Cameroun. Les conditions pédoclimatiques y sont exceptionnellement optimales. Une topographie favorable aux grandes plantations monospécifiques. Un climat équatorial de type soudanien, chaud et très humide, avec une pluviométrie moyenne annuelle généreuse de l'ordre de 1500 mm et une situation hydrographique de faible altitude permettant un accès racinaire très aisé à la nappe phréatique pour les palmiers. Le paysage agro-industriel de ces départements est hégémoniquement dominé par deux entités aux racines séculaires. La Socapalm, Société camerounaise de palmeraie, et la Safacam, toutes deux intégrées au groupe luxembourgeois Sofing, lui-même appartenant à la galaxie du groupe Bolloré. La genèse de ces immenses plantations remonte au protectorat allemand à l'aube du XXe siècle, conférant à ces entreprises une profondeur historique rare en Afrique. À Dizangué, Sanaga maritime, le développement foncier de la Safacam a débuté en 1897. On reprend. À Dizangué, Sanaga maritime. Le développement foncier de la Safacam a débuté dès 1897 avec l'acquisition initiale de 4000 hectares de terres arables. Dans la décennie de 1920, avec le boom mondial du caoutchouc, la conception s'est étendue de plus de 11 000 hectares supplémentaires, atteignant près de 7000 hectares de VA greffés, plantés. Un siècle plus tard,
en 2014, la SAFACAM produisait toujours des dizaines de milliers de tonnes d'huile de palme, soutenant des marges opérationnelles d'une grande robustesse. Au premier semestre 2015, l'entreprise affichait une croissance de 22% de son chiffre d'affaires, propulsée par une hausse de 17% de volume d'huile de palme brute et de 21% des amendes de palmis. La voracité foncière de ces conglomérats ne s'est pas tarie. Récemment, des plans d'extension visant l'acquisition de 2000 hectares supplémentaires ont été documentés pour la zone de Dizangué. Une stratégie d'expansion spatiale continue pour bénéficier de l'économie d'échelle. Entre-temps, les gens nous parlent de vivre ensemble. Un indivisible, Cameroun. La trajectoire de la Sokapa, malgré tout ça, développement, Etiti, Itabé, nous-mêmes, nous sommes considérés comme les Minyangadou. Malgré tout ça, hein, chez nous, en terre, en territoire bassin pour bâtir, rien. Donc, Itabi, rien, pas d'hôpitaux, rien, pas de grande école. Minyangadou, nous sommes un indivisible. L'anglais de Indi, Dabokoro, Mouf. La trajectoire de la Sokapalme est particulièrement révélatrice de l'histoire économique du Cameroun. Créée sous sa forme étatique en 1968, avec une surface initiale de 18 000 hectares et 4500 employés, elle a incarné le volontarisme agricole planificateur du gouvernement des années 1970. La production a cru de 25 000 tonnes à 57 000 tonnes, 57 800 tonnes en 1990. Cependant, l'entreprise a subi de plein fouet la crise structurelle de 1986-1987. La chute vertigineuse des coûts mondiaux a entraîné l'effondrement des recettes d'exploitation de l'entreprise, forçant l'État devenu impécunier à signer des contrats de performance draconiennes. Les conséquences sociales furent d'une grande violence économique. Entre 1988 et 1993, le plan de restructuration supervisé par les bailleurs de fonds ont conduit à une réduction massive des effectifs de plus de 37%. L'apurement de cette crise systémique s'est soldé par la privatisation inéluctable de la Sokapalme le 30 juin 2000. Le 30 juin 2000. Aujourd'hui, la Sokapalme privatisée déploie son empire sur 6 sites principaux, incluant les immenses plantations de Déa et de Bamou, Sanaga Maritime et celle de Zeka, Nyong et Kele. Les chiffres de la décennie 2010 sont étourdissants et illustrent la dimension macroéconomique de l'entreprise. Une surface plantée excédant 32 901 hectares de palmiers à huile et 2079 hectares de VA, une production d'huile de palme brute dépassant les 95 644 tonnes annuelles, données de 2016, et un chiffre d'affaires franchissant régulièrement la barre de 72 millions d'euros. Entre-temps, sur le tabi, rien. Entre-temps, un long métabé, rien. Entre-temps, pas d'hôpitaux, rien.
Entre-temps, nous sommes dans le vivre ensemble avec les Kelman, avec les King Ngom Ngom, avec les Cabral Bilingenge. C'est de ça qu'il s'agit. Le Kolende Botea. Nanom Samburu Papa. L'injo Mama Jo Murkere. Et Mourambon Beto Yom. Où vous allez vous aligner. Où vous allez nous laisser agir. Oui. Vous fermez vos bouches et vous laissez l'illettré parler. Vous laissez le télépsé parler. Parce que ça, vous avez décidé de nous tuer. Vous avez décidé de nous, vous, ces intelligents, cette intelligence Sabassa. Vous avez décidé. Malgré tout ça, on ne peut pas citer l'église catholique. Hein. Coco, l'église catholique, t'as bien. Dans tout ça, l'église catholique, t'as bien de mots. L'église catholique, il n'y a rien de mots. Sans compter, bon, donc, il y a un work complètement. L'entreprise s'appuie sur une force de travail directe de plus de 2664 employés, dont 619 femmes à fin 2023, tout en structurant en amont un vaste réseau d'approvisionnement composé de 2338 planteurs villageois sous-traitants qui emploient eux-mêmes sous-traitants. Bah non, les sous-traitants ne sont pas les bassins. Quand vous entendez un réseau de sous-traitants, tu vas trouver que ce ne sont même pas les bassins, peut-être. Ce sont les Bamlékés qui sont les sous-traitants là-bas. Un réseau d'approvisionnement composé de 2338 planteurs villageois sous-traitants qui emploient eux-mêmes près de 3000 travailleurs agricoles. Toutefois, le paysage de l'agro-industrie aléogineuse a récemment connu des mutations capitalistes majeures, signant le retour d'un capitalisme national. Entre-temps, les autres nous parlaient de la géoethnique. Entre-temps, ils nous parlaient de la géoethnique. La géoethnique avec John Boubot. Signant le retour d'un capitalisme national. Le 18 février 2026, la Socapalm a cédé sa plantation et son usine stratégique des Eka, Nyong et Kele à l'opérateur local Opan. Cette transaction s'inscrit dans un plan d'investissement global et ambitieux de 45 milliards de francs CFA, scellé avec le gouvernement camerounais en décembre 2025. Donc là, hier, là. Mais vous êtes même au courant. Ce pivot stratégique est une réponse industrielle directe à une urgence macroéconomique qui greffe la balance commerciale nationale. Le Cameroun souffre d'un déficit structurel chronique en huile de palme estimé à 3000 tonnes annuelles, forçant le pays à recourir à des importations coûteuses en devises pour satisfaire la demande exponentielle des industries locales de savonnerie, de raffinerie et d'agroalimentaire. Entre-temps, nous disons qu'on a le problème de l'huile, mais on détruit la plantation de des hectares qui produisaient déjà l'huile. On détruit encore la plantation de bon, alors qu'on a un déficit dans ce domaine-là. Mais on détruit les palmeraie. Hey, Cameroun, Entre-temps, nous on a un déficit d'huile. Mais on détruit une palmeraie des hectares qui produit déjà l'huile. En tout cas, le projet d'Opans AESECA ambitionne de moderniser l'outil industriel vieillissant de la Socapalm pour tripler sa capacité de production actuelle et réduire le déficit national de 108 000 tonnes, marquant ainsi une étape cruciale vers la souveraineté aléogéneuse de l'État. La résilience cacaoyère et l'explosion de la rente vivrière, manioc, banane, macabo, omisa, l'intirisi, bon, Socapalm, bon, j'ai gagné milliard.
Bon, non, il y a un dire aussi, rien produit. On produit toujours l'argent. On nous dit que les bassins, c'est mettre ensemble, commencer à cotiser l'argent pour construire les ponts. L'engrais indi. Au-delà de l'hégémonie imposante de l'huile de palme et du caoutchouc, l'oignon équelé est historiquement reconnu comme l'un des berceaux de la cacao-culture camerounaise. L'administration coloniale, puis le gouvernement fédéral post-indépendant ont fortement subventionné et encadré cette culture de rente. L'âge d'or pré-crise est illustré par la campagne de 1964-1965 où le cacao représentait plus d'un quart des recettes d'exportation totale du Cameroun avec plus de 80 000 tonnes exportées. Aujourd'hui, la filière maintient un poids économique considérable, soutenu par des incitations institutionnelles, qualitatives plutôt que quantitatives. L'oignon équelé ainsi que la Sanaga maritime comptent parmi les grands bassins de production ayant bénéficié d'immenses primes à la quantité octroyée par le partenariat entre l'Office national du cacao et du café ONCC et l'ONUDI entre les campagnes cacaoyères de 2018-2019 et 2019 et 2020, plus de 45 613 536 kg de cacao ont été certifiés, déclenchant le décaissement de 1 824 441 440 francs CFA au profit de 25 225 cacaoculteurs à l'échelle nationale, irriguant directement les économies rurales de ces départements en liquidité. Parallèlement, la génération des verges vieillissantes est activement soutenue par le ministère de l'Agriculture via la distribution des plants hybrides confiés à haut rendement. À titre d'exemple, 81 000 plants distribués via Logis Prosec à Macac et 30 000 via Logix CEDER à Ngormapoubi. L'architecture microéconomique détaillée de la culture de la commune de Boudmacac met en lumière la diversité, la rentabilité et la profondeur de ce tissu agricole local. Le tableau ci-dessus extrait des données du plan communal, extrait du plan communal développement quantifié de manière saisissante les flux financiers annuels générés par la paysannerie locale. On va aller chercher le tableau. Les paresseux, les bazars. Au pas, mais apparemment les Libanais. Ok, merci Maloubi. Voilà, merci. J'aurais aimé que tu apportes ton expertise parce que c'est ton domaine ici. Moi, je lis seulement. Bon, les bazars, ils sont des paresseux. Maintenant, on va rentrer dans à bazar. Spéculation agricole, nombre actifs locaux, volume production annuelle, flux financier estimé francs CFA, utilisation et destination principale. On va commencer. Nombre 1, cacao, 800 000, nombre d'actifs locaux, 800 000. Volume de production, 1200 tonnes. Ouais, calme-toi, je fais pas le problème. Calmez-vous. S'il vous plaît.
Flux financier estimé en francs CFA, 1 milliard. Utilisation et destination principale. Vente totale. Circuit d'exportation internationale. Donc, il est ça, c'est parti. C'est parti à l'international. Et ceux qui ont ramené ça à l'international, ce sont les Bamileke. Via les quêtes Fosso. Maintenant, on vient en bas. Arachide. Arachide que sur ça. Nombre actifs locaux. 5000. Volume de production annuel. 45 000 sacs. Ça, ce n'est pas partout, hein. C'est une petite localité. On appelle la localité là comment? Je ne vais pas vous dire raconter n'importe quoi. La commune. Ça, c'est Bourmakak. Ça, c'est Bourmakak. Architecture microéconomique détaillée de la commune de Bourmakak. C'est Bourmakak ici. Bourmakak. Ok. Je continue. Arachide. 5000 que sur ça. Nombre de sacs, 45 000 sacs. Que sur ça. Ça sont les paresseux. Hermine Louise. Bassalbe, vous êtes trop paresseux pour le Bassa. Trop paresseux. Vous ne travaillez pas. Malgré le manque de route, vous ne travaillez pas quand même. Mais je vois là, Bourmakak seulement, hein. Ça c'est Bourmakak. Ce n'est pas partout. Ça c'est la commune de Bourmakak. Bourmakak, non, Nietama. Bon. Arachide que sur ça, 5 000, nombre de sacs, 45 000 sacs. Flux financier estimé en francs CFA, 675 millions. Bon, maintenant, utilisation, destination principale, c'est où la destination principale? Autoconsommation, vente sur les marchés locaux, donc sur place. Ce n'est pas sorti. Bon, maintenant, de l'autre côté, il y a banane, plantain. 5 000 toujours, au même titre. On dit nombre actifs locaux. 5 000, banane, plantain. Maintenant, là, au niveau de volume, production annuelle, on voit là 100 000 régimes. Flux financier, l'argent donne aussi combien? 100 millions. Autoconsommation, approvisionnement urbain. Donc, c'est toujours, on va donner ça à Yaoundé, Douala, là-bas. Donc, on verra qu'il y a d'autres, les Bamileke prennent ça pour amener au Gabon, pour aller vendre là-bas. Parce que eux, ils viennent avec les voitures pendant que nous meurent, ils chargent et ça va. Nos villageois sont là avec les habits déchirés. Dia Aye, qui est là? Imen est là. Je pense que Imen, c'est pas une erreur. Si c'est une erreur, tu te signales rapidement, Imen. Peut-être tu t'as tu as fait une erreur. On continue. Imen est là ou pas? C'est une erreur. C'est sûr qu'elle est en train de dormir. C'est une erreur. Voilà. Ça, ce sont les paresseux de Bourmakak. Ndent Adonis, alias Lion Blanc. Vous êtes paresseux. Le Bassa ne travaille pas. Hein. Ça, c'est sur toi ici à Bourmakak. Ndent Adonis. Hein? Ndent Adonis. Le géopoliticien. L'homme qui aime l'État du Cameroun. Hein? C'est ici chez vous. Vous aimez l'État du Cameroun. Vous aimez l'État du Cameroun. L'État du Cameroun qui appartient au Bamileke. Merci. Ouh. Bon, les paresseux, on continue. Maintenant, Makabo, il y a là 500. 500, on dit nombre actifs locaux, 500. Ça, c'est Bourmakak. Bon, maintenant, volume de production annuelle, Makabo, 10 000 sacs. Maintenant, l'argent, money, flux financier estimé en francs CFA, Makabo, ça donne 80 millions. Maintenant, destination, c'est autoconsommation et vente locale. Maintenant, on arrive au niveau de Mbong, le manioc, 3 000. Bourmakak toujours, nous sommes des paresseux, nous ne travaillons pas. Volume de production annuelle. Mbong, ça donne 45 000 sacs. 45 000 sacs. Vous sommes un Mbong.
Voilà les paresseux qui ne travaillent pas. Bansalbi, vous êtes paresseux pour ça que vous êtes comme ça. Mboum, mboum. Ndent Adonis à la lion blanc. C'est le jour que tu as commencé à faire la marmaille. Que vous voyez, ben na oué, ben na ni magnon, ben na ni me. Il n'a le ouais yom que job. Il go be politique encore cessé. Pour obéir constitution. Non pas derrière politique. Na. Bijibi jambot. Ou yom job wenyo. Comme importe. T'as bien mon gouvernement nan bolé la constitution. Il n'a ouais ni méda ma porte de porte. Et t'as bien mon avec votre IPC, ça ne rapporte rien du tout. Mbap. Bon, manioc. 45 000 sacs. Bon, maintenant, l'argent que ça a rapporté, flux financier estimé en quoi? Ça donne 30 millions. Autoconsommation, utilisation et destination principale et agriculture, c'est fini. Donc, vous mangez sur place. Bon, j'avance un peu. Cette radiographie économique démontre que si le cacao générant 1 milliard de francs CFA, reste incontestablement la locomotive d'accumulation du capital et la principale ressource de devises, les cultures vivrières comme l'arachide, générant un impressionnant flux de 675 millions de francs CFA, constitue un matelas de liquidité macroéconomique fondamentale. Mais ça, ce n'est pas mon niveau, hein. C'est vous là, vous les intellectuels, c'est vous qui devez venir, bon, macro, micro, mais il veut bomber. Moi, je dis seulement. Donc, vous venez ici là, confirmer ça. Moi, je lis les endroits là où ça me plaît. Bon, maintenant, vous les intellectuels, c'est vous qui devez venir parler ça, bon, macro, bon, micro, mais il veut quoi? Chacun doit accrocher son sac là, il peut décrocher. Constitue un matelas de liquidité macroéconomique fondamentale, majoritairement géré par les femmes. Ces cultures garantissent la sécurité alimentaire locale et amortissent le chaos de volatilité inhérent au marché international du cacao. En Sanaga-Maritime, l'arrondissement de Ngouaï offre une étude de cas tout aussi saisissante sur la réinventation d'une filière agricole endogène à la suite d'un choc macroéconomique exogène introduit par l'administration coloniale allemande. Le manioc a été relégué au second plan au profit des cultures de rente spéculatives, EVA, cacao, jusqu'à la fin des années 1980. La crise économique ravageuse des années 1990 a forcé les paysans paupérisés à se rabattre sur cette plante exceptionnellement résiliente, poussant sur des sols marginaux et exigeant peu d'intrants chimiques importés. La rentabilité de cette filière a depuis explosé sous la pression de la demande urbaine. Les prix de sacs de manioc qui stagnaient à 3 000 francs CFA en 2007 ont triplé pour s'établir à 9 000 francs CFA, atteignant même le pic de 13 000 francs CFA en période de soudure ou de pénurie. La transformation artisanale de ce tubercule en dérivés prisés tels que les bâtons de manioc, le fameux bobolo, procure une immense valeur ajoutée captée localement, sans oublier le mtumba, le foufou ngwanya. Il y a ça aussi, ça donne ça aussi. Les revenus mensuels s'étalent à 78 000 francs CFA pour les petits exploitants informels, à plus de 330 000 francs CFA pour les grands producteurs concurrençant directement
les salaires de la fonction publique. Cette mutation prouve de manière indubitable que la Sanaga maritime n'est pas qu'une terre d'enclave pour de grandes concessions multinationales, mais agit également comme un laboratoire d'intensification vivrière alimentant la croissance urbaine exponentielle de Douala. Tensions foncières, fractures socio-territoriales et risques ESG, environnement social, gouvernance. Toutefois, l'apport indéniable de l'agro-industriel à la balance commerciale nationale et au PIB occulte un coût social, environnemental et foncière de plus en plus inflammable. La stratégie d'expansion spatiale de la replantation de la soca palme s'est heurtée au cours de la dernière décennie à une contestation frontale et organisée des communautés locales, illustrant l'épuisement politique du modèle de concession hérité de l'ère coloniale et de la hâte de privatisation de l'an 2000. Le paroxysme de cette tension intercommunautaire et industrielle a été atteint dans le village Apou. Apou, vous étiez là, j'ai monté ça ici. Vidéo là où les gens pleuraient, ouais, on a en train de nous gazer, papa, les Bassas n'ont pas parlé de ça. Ils sont en train de parler de vivre ensemble. Ndabi Koro n'a pas parlé de ça. Ndabi Koro nous parle de vivre ensemble. Ndabi Koro a dit qu'on protège les Bamlékés. Bamlé Koro a dit que nous sommes un avec les Bamlékés. Mais Ndabi Koro n'est pas un avec ses frères d'Apou qu'on est en train d'arracher les terres. Merci. Apou Angor. Situé dans l'arrondissement de Déa, Sanaga Maritime, le litige d'une grande complexité juridique porte sur la légitimité des 5 titres fonciers numérotés 183 SN, 184 SN, 195 SN, 196 SN et 197 SN, octroyés à la soca palme en août 1960. Les populations autochtones soutenues et bouf. Quel est? Voilà le dossier que j'aime. Ah oui, j'adore. Les dossiers de un et indivisible vivent ensemble, ça, ce n'est pas possible ailleurs. Ce n'est que possible chez nous. Parce qu'on a les intellectuels de pacotille, les intellectuels de bouffons, les intellectuels imbéciles, les intellectuels vauriens, les intellectuels ostracisés, les intellectuels émasculés. Les intellectuels bamifosés. Et aïe, ngandak. Intellectuels qui se cachent avec les 800. Les intellectuels qui se cachent dans l'Ondabekoro. Les intellectuels qui sont là pour porter les corps. Et aïe, honte à vous. Dégagez. Les populations autochtones soutenues par la société civile accuse l'entreprise d'occuper illégalement des terres arables, débordant très largement le périmètre légal des titres originaux. En septembre 2023, le ministère des Domaines, du CADAT, des cadastres et des affaires foncières, MINCAF, de l'État camerounais, avait même instruit une mission officielle de rétablissement des bornes géodésiques. Une injonction restée lettre morte face à l'inertie administrative et aux pressions corporatistes. Les riverains réclament la restitution immédiate d'au moins 200 hectares d'espaces vitaux, invoquant une clause spécifique du bail j'aime ça, amphithéotique. C'est la même chose qu'il y a à Elozwa.
bail amphithéotique, de privatisation de 2000 qui étaient censés encadrer la rétrocession des terres aux communautés lors des phases de coupe en blanc et d'abattage des vieux palmiers, un espace vital de subsistance face au blocage institutionnel. Le conflit a dramatiquement dégénéré au milieu de la décennie 2020. Le 25 mars 2025, des opérations d'abattage et de replantage menées par la Socapalm ont été sécurisées par un lourd déploiement opérationnel des forces de défense et de sécurité camerounaises. Soldats lourdement armés, vous avez vu ça? Vous étiez là, vous avez vu. J'ai montré ça ici. Dame Coco était en train de te préparer pour manger et demander qu'on doit enterrer dignement les gens qui vont mourir à Pou. Parce que c'est ça, nous luttons pour enterrer les gens dignement. C'est tout. Et ils se préparaient pour vivre ensemble. J'ai parlé de ça ici. Moi qui suis vaurien, mais j'ai parlé de ça ici. J'ai insisté. Je suis parti descendre même à Pou, chercher le chef d'Apou, le ramener dans l'hôtel FCP. Il m'a dit que même quand on est, papa, même quand on est, papa, nous y est, l'abbé, papa, je ne peux pas. Il m'a dit non, il a fui. Mais j'ai fait pour moi quand même. Moi, le vaurien. Papa. Le 25 mars 2025, des opérations d'abattage et de replantation menées par la Socapalm ont été sécurisées par un lourd déploiement opérationnel des forces de défense et de sécurité camerounaises. Oui, soldats lourdement armés et gendarmes, l'usage documenté des gaz lacrymogènes contre les villageois protestataires a suscité une levée de boucliers et une médiatisation à l'échelle internationale. Association des femmes riveraines de la Socapalm DDA, AFRIS, épaulée juridiquement par plus de 50 organisations de défense des droits humains et environnementales, dont Sherpa et Enwood Foundation, a publié des lettres ouvertes dénonçant l'étouffement